Bonsoir, mardi 12 janvier, bienvenue dans le journal de la rédaction de TV78. C'est le tour de l'actualité locale en quelques minutes. Voici les titres de cette édition. En janvier, c'est le mois sans alcool. Le Dry January invite à faire une pause et à s'interroger sur sa consommation. Une opération après une année particulière où 10% des Français avouent que leur consommation a augmenté pendant le confinement. On en parle avec nos invités de l'association Addiction France. Touche pas à ma salle, le nom de cette opération. Les gérants des salles de sport se sont retrouvés aujourd'hui à Paris pour une mobilisation. Fermés depuis plusieurs semaines, ces lieux ne rouvriront pas avant la mi-février au moins, de quoi susciter l'inquiétude dans le secteur, exemple à Montigny-le-Bretonneux. Et puis pas de sport en salle, mais du sport en plein air tout de même. Les clubs de football et de rugby amateurs ont été autorisés à reprendre les entraînements. Pas de match pour autant, mais une pratique sans contact. Reportage à Jouy-en-Josas, où les licenciés se retrouvaient pour la première fois depuis fin octobre. Après les fêtes, il est encore temps de faire recycler votre sapin. À suivre également dans ce journal cette idée insolite développée par l'agglomération Versailles-Grand Parc. Le ramassage de sapins en calèche, c'est tout à l'heure. Cette information de nos confrères du Point qui est parue aujourd'hui avec 7 nouvelles interpellations dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de Samuel Paty. Elles ont été opérées aujourd'hui par la sous-direction antiterroriste et la direction générale de la sécurité intérieure dans plusieurs villes de France. Ces individus font partie de l'entourage du terroriste de 18 ans qui avait décapité le professeur d'histoire-géographie. C'était le 16 octobre dernier à Conflans-Sainte-Honorine. Ils ont été en contact avec lui via les réseaux sociaux. Dans cette affaire, 14 personnes ont déjà été mises en examen, 6 au moins sont toujours détenus à ce jour. Avant de parler du mois sans alcool, je vous le disais dans les titres, l'autre information du jour, c'est cette mobilisation à Paris des gérants des salles de sport. Elles devaient rouvrir normalement le 20 janvier prochain, mais verront encore leurs portes closes pour bon nombre de semaines en raison du contexte sanitaire. Les professionnels du secteur sont en colère et ne souhaitent pas attendre davantage. Les précisions dans ce reportage de Célia Gatsongo et Sam Le Sad. Dans cette salle de sport à Montigny-le-Bretonneux, les machines de musculation sont à l'arrêt, une situation qui agace le directeur. C'est bien de dire je comprends la colère, mais ça fait en 2 ans, 3 ans, ça fait un peu beaucoup de je comprends. Oui, je comprends, mais bon, surtout je fais rien, je comprends. Donc c'est beaucoup de mots, c'est beaucoup de sémantique, beaucoup de sophismes, j'ai envie de dire. Et aujourd'hui, on aimerait avoir des actes qui comprennent, qui nous montrent vraiment, qui pensent à notre situation. C'est pour cela qu'un rassemblement devant l'Assemblée nationale a été organisé ce mardi 12 janvier après-midi par le collectif Touche pas à ma salle pour protester contre la fermeture des salles de sport. Pour ce directeur, il s'agit en plus d'un véritable paradoxe. Le sport, ça aide quand même à lutter contre les problèmes de santé, ça renforce le système immunitaire, ça lutte contre le diabète de type 2, l'obésité. Cette salle d'escalade à Montigny-le-Bretonneux est fermée elle aussi au public depuis 8 mois. Son dirigeant attend davantage d'aide. En attendant, vu qu'ils ont pris la décision de nous fermer, c'est de nous aider, tout simplement. Parce que là, on entend parler des aides et des milliards qui sont débloqués. Pour l'instant, on n'en voit pas grand-chose. Tout ce qu'on voit, c'est un fonds de solidarité qui va monter à 20% du chiffre d'affaires, ce qui couvre même pas les loyers. Une période d'autant plus difficile pour ces établissements qui sont prêts à rouvrir avec des mesures strictes. On avait imposé le port du masque pour la pratique de la discipline, on avait du gel hydroalcoolique partout, les gens ici dans des salles d'escalade se désinfectaient en continu, et malgré ça, derrière, on nous referme. On le vit, c'est pas qu'on le vit mal, c'est qu'on a l'impression qu'on nous prend pour des imbéciles. Ces 2 salles de sport accueillent quand même des personnes munies d'une ordonnance et les professionnels du sport grâce aux décrets qui le permettent, mais cela ne suffira pas pour couvrir tous leurs frais. On connaissait en novembre le mois sans tabac, mais depuis 2 ans dorénavant, c'est un mois sans alcool qui est proposé par plusieurs associations en janvier. On en parle dans ce journal avec Mélanie Poquier. Bonsoir. Bonsoir. De la rédaction de TV78. En quoi consiste ce défi ? Alors déjà, c'est une campagne de sensibilisation un peu plus discrète que celle autour du tabac. Pour le moment, il n'y a pas de soutien officiel des pouvoirs publics. L'initiative vient de nos voisins britanniques. Elle a été lancée chez eux en 2013. Et vous l'aurez compris, le but est donc de ne pas boire d'alcool pendant un mois.
Et l'avantage, c'est que les bénéfices de ce challenge se font ressentir rapidement et aussi sur plusieurs mois. Et oui, alors une étude qui nous vient, elle aussi, d'Angleterre, elle est réalisée par l'Université du Sussex. Elle nous donne quelques réponses. Elle porte sur 800 personnes qui ont relevé le challenge en janvier 2018. Les participants n'ont pas seulement arrêté sur un mois, mais ont diminué leur consommation les mois suivants. Ils boivent moins régulièrement en semaine, que ce soit en jour, mais aussi en quantité de consommation. Alors en ce qui concerne le court terme, on peut noter une peau fraîche et plus belle, un meilleur sommeil, un regain d'énergie, une meilleure concentration et une perte de poids. Ça, ce sont les effets sur la santé. Il y a aussi un impact financier puisque près de 90% des participants ont confié avoir fait des économies. Merci Mélanie pour ces précisions. Alors le mois de janvier est bien sûr bien entamé, mais pour ceux qui aimeraient se lancer dans ce défi, il existe un site, dryjanuary.fr. Vous recevrez plusieurs mails par semaine avec notamment des astuces pour vous accompagner. Et on continue à parler de ce sujet avec mes deux invités qui sont avec moi en visioconférence. Alors il y a Eric Ispard, bonsoir. Bonsoir. Médecin hospitalier, médecin addictologue, membre de l'association Addiction France, et également avec nous en visioconférence également, c'est Johan Gutowski, bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes, vous, animateur prévention pour cette association. Alors, l'association Addiction France, je précise qu'elle agit auprès des populations sur tous les types d'addictions, que ce soit pour l'alcool, qui va nous intéresser aujourd'hui, mais aussi sur le tabac, les drogues illicites ou encore les pratiques de jeux excessifs, toutes les addictions. Donc, déjà, sur cette opération, le Dry January, vous avez organisé un webinaire grand public sur la thématique. Quels sont les retours que vous avez pu avoir sur ce webinaire? Est-ce que c'est une opération qui a intéressé beaucoup de personnes, peut-être Johan Gutowski qui avait animé ce webinaire? Le webinaire sert avant tout à promouvoir le Dry, l'initiative du Dry, de parler de en quoi ça consiste, comment est-ce qu'on peut le mettre en place et les difficultés qu'on peut rencontrer. Donc ce qu'a dit la journaliste juste avant, c'est exactement ce qu'on propose pendant le webinaire. Et on permet de proposer des moments d'échange avec les participants et les participantes pour expliquer si jamais on l'a déjà mis en place l'année précédente, puisque c'est la deuxième année qu'on le met en place en France, les difficultés qu'on a rencontrées et comment est-ce qu'on a fait pour éviter justement ces difficultés. Alors c'est une opération forcément aussi dans un contexte particulier, celui de la crise sanitaire. Il y a eu 2 confinements, des couvre-feux aussi décrétés qui sont toujours en vigueur aujourd'hui. On peut se dire qu'avec moins de sociabilité, qu'il y a eu moins d'occasions pour boire. Pourtant, selon l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, 10% des Français ont augmenté leur consommation pendant les confinements. C'est quelque chose que vous avez pu observer, Eric Ispard? Tout à fait. Donc, je crois que c'est très bienvenu que ce mois, qui nous fait tous réfléchir sur nos consommations, permette aussi de regarder ce qui s'est passé pendant l'année 2020 avec des personnes qui commencent à venir consulter parce qu'ils ont surconsommé pendant cette période-là. Donc, les primo-consultants sont des personnes qui disent qu'ils se sont rendus compte qu'ils le surconsommaient. Et c'est évident que l'impact qu'a eu, cette angoisse d'abord de la présence de cette pandémie, la précarité pour certains, l'isolement, c'est sûr, et le moment où tout d'un coup il était assez facile de prendre ce produit-là, beaucoup plus librement vendu que des fois d'autres produits où les dealers et autres n'étaient pas si faciles à récupérer. Donc je pense que vraiment, il faut profiter de l'antenne que vous nous donnez pour bien dire que cette vague a aussi imprimé une vague addictologique qu'il va falloir aussi qu'on puisse contenir. Et vous évoquez que j'étais hospitalier. Pendant 2 mois, on n'avait plus du tout dans notre service de possibilité d'accueillir des personnes venant pour un sevrage, quelle qu'en soit la forme et quel que soit le produit, et que ça a été un énorme souci sociétal qu'il ne faut surtout pas reproduire. Voilà, je pense que ce qu'il faut mes préciser, patients, en tous les cas, sont très heureux de savoir que des personnes s'intéressent à leur consommation ou leur non-consommation sans avoir une problématique pour autant. Et je pense que ça fait avancer le regard des autres. Ce qui est important de préciser dans cette interview, on le sait, c'est que l'alcool est un produit à risque à partir d'une surconsommation, à partir d'une certaine consommation. Chaque année en France, on recense environ 41 000 décès qui sont liés à l'alcool. Qu'est-ce qui est justement dangereux dans cette surconsommation d'alcool? Quels sont les dangers?
Les dangers sont immédiats, c'est les conduites à risque. On voit l'impact que ça a au niveau des urgences, et ça touche beaucoup une population de jeunes consommateurs. Il faut savoir évidemment que c'est un produit éminemment toxique, qui a des prises de risques constantes. Et vous voyez, vous évoquez les morts en addictologie. Tout ce qui a été les morts en 2020 de cette pandémie pour la France n'est pas supérieur à ce que chaque année on perd en termes de mortalité et de morbidité, à cause des produits, liés à la notion d'addiction. Donc c'est très important de pouvoir dire qu'effectivement, quand on s'aperçoit qu'on ne devient pas décideur de la prise de produits, il y a des personnes, des consommateurs qui ne voient pas la fin de la soirée quand ils commencent à consommer, que d'autres rentrent dans un processus de dépendance physique, mais c'est autre chose, et qu'en gros, 10 à 15% des utilisateurs d'alcool risquent de devenir des personnes ayant de gros problèmes avant d'en mourir de façon aiguë. Et particulièrement, j'insisterai sur les fonctions cognitives et exécutives. Donc on risque d'avoir des personnes qui, étant bien jeunes, sont déjà très déficitaires. Alors ce chiffre, 5 millions de Français avouent boire de l'alcool tous les jours. Alors il y a un site, le site alcomètre.fr, où on peut tester sa consommation. À partir de quel moment, Johan Gutowski, est-on dans une situation d'addiction ? C'est pas si facile que ça de le déterminer. Ça dépend pas forcément du rythme auquel on boit de l'alcool, ou la quantité, ou si c'est une fois par jour ou une fois par semaine. On va plutôt parler de l'impact que ça peut avoir sur la personne, autant sur sa santé que sur sa vie professionnelle, sa vie sociale, sa vie familiale, sa vie sentimentale. C'est justement à ça que sert le dry. C'est pas seulement de ne pas boire d'alcool pendant un seul mois, mais c'est surtout de réfléchir à sa consommation et à la place que le produit peut avoir dans son quotidien. Quand on réfléchit à la place du produit dans son quotidien, on peut, à partir d'un certain moment, de l'impact que ça peut avoir, commencer à parler d'addiction et de dépendance au produit. Et une dernière question, alors si on est conscient de cette addiction, ou que on la constate aussi chez un proche, vers qui se tourner ? Quelles sont les solutions qui s'offrent à nous ? Moi, je peux vous répondre, je crois que heureusement, grâce aussi aux médias que vous représentez, il devient peut-être plus facile d'interroger la question de l'alcoolisation. Donc, en première ligne, les médecins généralistes doivent pouvoir effectivement être présents. Après, quand on est plus dans une notion d'écoute, parce que dans cet équilibre qu'il y a de l'histoire de vie, des fois qui est pas facile du tout de nos consultants, les XAPA sont vraiment de la proximité médico-psychosociale, et ça c'est très important, non payante, et avec quelque chose qui est possible. Après, bien entendu, en fonction des typologies, il y a d'autres associations que la nôtre, mais en tous les cas, il y a un réseau de soins qui n'est pas assez présent, mais qui quand même est là. Et d'autre part, il y a aussi des services hospitaliers, etc. Mais ce qui est important, des soins de suite aussi. Mais c'est une maladie qui englobe tout l'équilibre, familial et amical. Donc, une nouvelle fois, d'en parler le plus vite est absolument indispensable. Et tout le travail de prévention qu'ont font nos jeunes, c'est essentiel. C'est une avance de soins. Et on fait tout pour qu'effectivement, il n'y ait pas de soins. Et d'une certaine manière, les initiatives de ce qui se passe actuellement en termes de prévention devraient éviter un certain nombre de rentrées dans le soin. Et pour plus d'informations sur cette thématique, pour vous joindre aussi votre association, le site internet de votre association qui s'affiche actuellement en bas de l'écran. Mais merci à Eric Ispar et merci Johan Gutowski d'avoir été avec nous. Merci. Merci à vous. L'association Addiction France. Restons dans la thématique des addictions avec la loi E20 qui fête ses 30 ans en 2021. Ce texte promulgué le 10 janvier 1991 était destiné à renforcer le dispositif de lutte contre le tabagisme et l'alcool. 30 ans après, le bilan est globalement positif, comme le souligne Loïc Josserand. Il est président de l'Alliance contre le tabac et professeur de santé publique à l'Université Versailles Saint-Quentin. Il a été interrogé par Astrid Bergère. Il était de lutter contre la consommation de tabac et la consommation d'alcool. C'est vraiment de faire baisser ces consommations qui, à l'époque, étaient extrêmement élevées, notamment sur le tabac. Il faut voir que quand les prémices de la loi E20 et quand la réflexion a été montée autour de ça, on avait des consommations de tabac dans la société française qui étaient entre 45 et 50% de prévalence.
Donc on était dans des situations qui étaient bien différentes de celles qu'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, pour mémoire, on est à peu près à un quart de la population dans son ensemble qui fume. À l'époque, on était quasiment au double. La loi E20 a permis de considérer l'alcool et le tabac comme des produits particuliers qui avaient une dangerosité et qu'il ne fallait pas traiter comme des produits de grande consommation habituelle. C'est grâce à la loi E20 que le tabac peut augmenter et que le prix peut augmenter de façon régulière, puisqu'il a été sorti de l'indice des prix, donc ça, ce qui permettait pour l'alcool et le tabac de les faire évoluer plus facilement sans que ça ait un impact économique plus large. Les réseaux sociaux aujourd'hui, il faut bien voir que c'est véritablement l'Eldorado publicitaire des industriels du tabac et de l'alcool. Et aujourd'hui, c'est un espace qui n'est pas réglementé. Et donc, cette publicité, elle est très efficace et elle va vers la cible prioritaire de tous ces industriels, qui sont justement les jeunes. Dans l'actualité également, nous l'avons appris hier, la disparition de Raymond Moncaire, figure yvelinoise de la Résistance. Il s'est éteint le 7 janvier dernier à 94 ans. Ses obsèques ont eu lieu le 19 janvier à Viroflay, là où il résidait. Ancien déporté également, Raymond Moncaire avait publié en 2018 ses mémoires et venait témoigner régulièrement dans les écoles du département pour parler de la Seconde Guerre mondiale. Proposer une solution de transport complémentaire au réseau de transport classique dans des zones où les bus ne passent pas forcément souvent. L'objectif du transport à la demande déployé par Île-de-France Mobilité. Le principe, l'utilisateur réserve son voyage en ligne sur une application pour se rendre ensuite dans une gare ou d'autres équipements importants. Et dans l'agglomération Rambouillet-Territoire qui propose ce service, 3 nouvelles navettes ont été déployées depuis le 1er janvier. Elles viennent s'ajouter aux 3 autres véhicules déjà existants. Écoutez le président de la collectivité. Le transport à la demande, c'est une vraie réponse. Sur les zones peu denses qui sont les nôtres, on ne va pas faire circuler des bus toute la journée, ce n'est pas une réponse adéquate. Donc on a lancé cette formule de transport à la demande juste avant le Covid, qui donne entièrement satisfaction, même si évidemment pendant le confinement ça s'est ralenti. C'est reparti extrêmement fort, à tel point qu'en liaison avec Île-de-France Mobilité, on déploie 3 nouvelles navettes, là, ce début d'année 2021, pour couvrir une partie des demandes, mais pas que. On aura probablement besoin encore de développement dans les mois qui viennent. Et les voyages se réservent via une application mobile gratuite, transport à la demande, Île-de-France Mobilité. Autre agglomération, Versailles Grand Parc qui a lancé une idée insolite et écologique après les fêtes, le ramassage des sapins de Noël en calèche tirés directement par des chevaux. Les précisions dans ce reportage d'Éléonore Sinoquet et de Patrick Jacques de Dixmude. Pour la première fois, l'agglomération Versailles Grand Parc a fait original pour le traditionnel ramassage des vieux sapins de Noël. C'est une collecte hippomobile qui a été mise en place, autrement dit 2 chevaux de trait, une calèche et des rippers. Les chevaux, c'est quand même agréable, c'est pédagogique, c'est pas le même bruit effectivement qu'un camion. Les enfants, même les gens, on voit déjà qu'ils sourient en voyant les chevaux. Donc effectivement, c'est pas la même approche. Et puis ça change, c'est agréable. Du 8 au 13 janvier, les sapins sont donc ramassés dans 3 communes, Noisy-le-Roi, Bailly et Rennes-Moulin. La tâche a été confiée à l'entreprise Les Calèches de Versailles, dont l'écurie est composée d'une 20aine de chevaux de trait. Le fait de les utiliser dans ce cadre-là a un réel intérêt puisqu'on n'est pas moins rapide qu'un camion en faisant du porte-à-porte sur ce type de collecte, donc une efficacité quasi totale par rapport à un véhicule motorisé et bien sûr un impact écologique qui est bien sûr palpable puisque on utilise une énergie propre, une énergie renouvelable qui est l'énergie cheval. En plus du ramassage écologique, le compostage est aussi effectué localement à la plateforme Bio-Yvelines située à Bailly. À Noisy-le-Roi, les habitants sont ravis. C'est la première année et j'espère que ça va continuer. On n'a pas du tout l'habitude de voir des chevaux dans nos rues. Donc je suis passé voir, j'avais l'information parce qu'il y avait eu des flyers dans les boîtes aux lettres. Donc voilà, je trouve l'initiative très sympa. L'agglomération Versailles Grand Parc n'exclut pas de reconduire l'opération l'année prochaine, voire même de l'étendre à d'autres communes si elles en font la demande. Et puis au début de ce journal, nous vous parlions de la pratique du sport en salle qui n'est plus autorisée en ce moment. Stoppé par le 2e confinement en novembre, les footballeurs amateurs ont pu, eux, reprendre le chemin de l'entraînement ces dernières semaines. Les horaires sont adaptés et le jeu doit s'effectuer sans contact. Exemple dans le club de Jouy-en-Josas avec Bichente Mayen-Santisteban et Patrick Jacques de Dixmude. Ils attendaient ça avec impatience. Les footballeurs peuvent à nouveau fouler leur pelouse. De nombreux clubs amateurs ont repris les entraînements, des retrouvailles entre coéquipiers après 2 mois d'arrêt. Le groupe, l'ambiance,
Tout ça manque beaucoup. De voir les amis, tout est fermé, donc forcément de se retrouver comme ça le dimanche, c'est top. Ça fait du bien déjà de retrouver les copains, de retrouver l'esprit d'équipe, faire un petit peu d'activité physique et sportive en collectivité, parce que faire tout seul pendant le confinement, c'est pas forcément très agréable. Les horaires ont été adaptés selon les clubs en raison du couvre-feu. Pour l'US joué en Josas, c'est un entraînement le samedi matin et un autre le dimanche de 14h à 16h. Au programme, des exercices sans contact. On verra aussi comment la situation sanitaire évolue, puisqu'on ne peut pas jouer encore complètement, on n'a pas le contact par les oppositions, donc c'est quand même un manque aussi pour nous. Le foot permet quand même de faire des exercices sans contact. Aujourd'hui on a beaucoup de gammes, comme on peut le voir derrière. Même si on ne fait pas de match à la fin, c'est pas grave. Au moins on s'est retrouvés, on a touché le ballon, quoi. Les clubs avancent malgré tout à l'aveugle, sans visibilité pour le reste de l'année. On en était à 4 matchs joués sur 8 normalement, donc on a eu 4 matchs annulés déjà. Et on est une poule de 12, donc il faut au moins 11 matchs allés pour terminer la phase aller. Et il y a 22 matchs en tout sur toute la saison. Et la saison se termine officiellement le 30 juin. Donc après on ne peut plus continuer, la saison s'arrêtera le 30 juin quoi qu'il arrive. L'équipe espère au moins finir la première moitié de la saison. Pour l'instant, 2 solutions semblent privilégiées par la Fédération française de football. Avancer de manière traditionnelle en essayant de jouer autant de matchs que possible, ou bien scinder les poules en 2 afin d'organiser des plus petits championnats dans un système de play-off et play-down. Dans un instant sur TV78, ne manquez pas le premier numéro de l'année du 7-8 Culture. Elle continue la culture malgré tout en cette période. Dans son émission, Justine Brasier parlera d'une comédie musicale qui se prépare dans un collège de Saint-Germain-en-Laye, du challenge chanson lancé par l'association Signes et Images et du prix Clara, un concours d'écriture pour les jeunes. C'est à partir de 18h30. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Demain, vous retrouverez Éléonore Sinoki à la présentation d'une nouvelle édition. On se retrouvera nous jeudi sur ce journal. Belle soirée avec TV78.